Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Une terrible vérité », vous allez suivre 3 histoires parlant de graves découvertes qui ont fait basculer des vies. D'abord, vous serez témoin de la stupeur d'une poignée de mannequins russes. Une émission de télé-réalité a laissé ces jeunes femmes sur leur faim. Vous verrez ensuite dégénérer un divorce et l'apparition surprise d'une fillette semant le doute sur l'identité de son père. Enfin, vous saurez comment une épouse épanouie a voulu sauver son mariage après qu'une erreur du passé soit revenue l'obséder. Suivez attentivement ces 3 récits et distinguez les histoires vraies des légendes urbaines. Nous vous dirons si vous avez vu juste à la fin de l'épisode. Voici d'abord un fait divers que nous avons intitulé « Pur voyeurisme ». D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Alexandra Michalouk, une jeune candidate russe au mannequinat, a toujours voulu être sous le feu des projecteurs. Je rêvais d'aller à Hollywood. Mais elle est loin d'imaginer que la chance de sa vie va virer au cauchemar. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Comment cela pouvait-il arriver? Alex a bien failli devenir célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. En 2006, Alex est une petite provinciale qui rêve de célébrité. J'adore me balader sur les sites internet des agences de mannequins. Elle y repère une annonce pour une nouvelle télé-réalité. Est-ce la chance de sa vie? J'ai cliqué sur le lien et quand j'ai vu cette immense propriété, je me suis dit, je dois participer. L'émission s'intitule « La maison de la célébrité ». Le principe est classique. Les candidates sont recluses dans une propriété où elles doivent relever des défis. La candidate qui franchissait tous les obstacles remportait un prix fabuleux. Alex postule. Elle envoie ses photos et ses coordonnées. Elle est stupéfaite d'apprendre dès le lendemain qu'elle est sélectionnée. J'étais aux anges. Les images de ce lieu de rêve défilaient dans ma tête. C'était mon tremplin pour quitter la Russie. On lui indique l'adresse où elle doit se présenter une semaine plus tard. Le grand jour arrive enfin. Mais quelque chose cloche. Je me suis dit qu'on m'avait peut-être donné une mauvaise adresse et que je n'étais pas au bon endroit. À l'intérieur, c'est la désillusion. Mon rêve s'effondrait. Ça n'était pas la superbe demeure vue sur le site. Est-ce une mise en scène prévue dans le concours? Alex tente de comprendre. Il y avait des objets un peu partout. J'ai pensé que c'était les affaires des autres participantes. Mais il n'y a personne. Alex a-t-elle fait une terrible erreur? Elle commence à s'inquiéter, mais une autre candidate débarque. Puis plusieurs, les unes après les autres. Le jeu commence. Les jeunes femmes s'installent dans leur quartier. Ça n'était pas une propriété de rêve, mais c'était l'occasion de me faire connaître. Pendant 24 heures, rien ne se passe. On n'avait presque rien à faire. Alex réalise que la vie à la télé n'est pas aussi palpitante qu'elle l'imaginait. Par chance, le deuxième jour, les filles découvrent de quoi tromper l'ennui avec un coffret contenant leurs défis quotidiens. C'était des paris stupides. Comme à celle qui tiendrait le plus longtemps sur un pied. Alex gagne l'épreuve, mais à sa grande surprise, il n'y a pas de récompense et aucune des filles n'est éliminée. Personne ne comprend ce qui se passe. J'ai commencé à me dire qu'il n'y avait pas vraiment de concours. En fait, on passait notre temps à relever des espèces de gages ridicules. Mais un problème vital surgit bientôt. Sans éliminatoire, les filles sont toujours aussi nombreuses et les provisions s'épuisent rapidement. L'atmosphère a commencé à être tendue. Le 13e jour, il n'y a plus de nourriture. Les filles sont bloquées au milieu de nulle part, sans magasin ni restaurant. On s'est dit qu'ils nous avaient oubliés.
Elle tente de commander à manger, mais il n'y a pas de réseau. Que se passe-t-il? Le tournage a-t-il été annulé? Ou cela fait-il partie intégrante du jeu? Je pense que beaucoup de candidates voulaient quitter le concours. Mais en même temps, tout le monde avait envie de remporter le prix. Mais au bout d'un moment, l'une des concurrentes, Christina Hagi, jette l'éponge. J'avoue m'être sentie un peu jalouse que Christina nous quitte. Mais j'ai bien réfléchi et je me suis dit que l'essentiel était peut-être d'avoir réussi à franchir toutes ces épreuves. Car Alex est convaincu que c'est le principe même du jeu. Christina partie, elle prend la première place. Mais le lendemain, les concurrentes ont le choc de leur vie. Quand la police est entrée, j'ai eu peur. J'étais abasourdie d'entendre ce qu'ils nous ont raconté. Pour ces jeunes filles en quête de gloire, le couperet tombe. Il n'y a jamais eu d'émission de télé-réalité. Elles ne seraient jamais passées à l'antenne. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chose puisse m'arriver. Mais sans émission, qui les scrutait en direct? Tout avait été organisé par des lycéens. Des petits génies du high-tech avaient raccordé une bâtisse désaffectée et monté cette farce très élaborée. Là, j'ai compris que c'était la fin de ce beau rêve. Mais nul ne sait combien de temps l'arnaque aurait duré si Christina n'avait pas quitté les lieux pour avertir la police. Les médias russes s'en donnent à cœur joie. C'est une expérience terriblement embarrassante pour Alexandra. Je ne sais pas si ça laissera des séquelles, mais j'ai peur de ne plus avoir confiance en rien. De jolies candidates accourent pour participer à une émission de télé-réalité promettant argent et célébrité. Mais les seuls spectateurs sont une poignée de potaches ayant mis sur pied une farce cruelle. Est-ce vraiment arrivé? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette courte énigme. Mini-légende, numéro 1004. Surprise. Bien qu'il soit marié, Steven Allen de Sacramento, en Californie, drague sans succès toutes ses collègues de travail. Enfin, à quelques jours de son anniversaire, une secrétaire lui propose de l'inviter. Une fois chez elle, elle s'absente quelques instants en cuisine. Steven en profite pour se déshabiller et prendre une pause suggestive sur le canapé. Mais la porte s'ouvre et Steven se retrouve devant la secrétaire, entouré de toute sa famille, venue fêter son anniversaire. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Cette légende circule depuis les années 60, mais des gaffes similaires ont été commises en vrai. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires à dormir debout. À vous de décider lesquelles sont vraies et lesquelles sont de purs racontards. Vous avez suivi jusqu'ici le récit de ces candidates au mannequinat venues relever les défis d'une émission de télé-réalité qui n'existait pas. Réalité ou fiction? Nous vous le dirons en fin d'épisode. Voici une deuxième histoire. Nous l'avons appelée « Un bébé inattendu ». Shelley Berreras pensait avoir de l'intuition sur les gens, jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain Steve. J'ai toujours trouvé cette histoire absolument incroyable. Elle se demande bientôt comment son prince charmant a pu l'entraîner dans la pire épreuve de sa vie. Faites sortir cette femme. Lorsque Steve entre dans la vie de Shelley en 1999, elle se sent revivre. Mais Steve, bien qu'impatient de découvrir sa nouvelle conquête, n'en a pas tout à fait fini avec son ex-femme, Viola. Ils avaient demandé le divorce tous les deux, et quand nous avons été au tribunal, nous pensions que tout allait être réglé. Mais à peine le divorce prononcé, Viola fait une annonce fracassante. En sortant de la salle d'audience, elle a dit « Je suis enceinte ». Et Steve était le père. C'est impossible.
J'aurais dû le quitter tout de suite. Steve a-t-il couché avec Viola à l'insu de Shelley? Je ne savais pas quoi en penser. 2 secondes. Il nie avoir fait quoi que ce soit avec Viola et jure qu'il ne peut plus procréer. Il m'a dit qu'il avait subi une vasectomie et les tests prouvaient qu'il ne pouvait pas être le père. Shelley choisit de lui accorder le bénéfice du doute. Viola accouche d'une fille et la cour demande un test de paternité pour déterminer si Steve devra payer une pension. On pensait que ce serait négatif. Mais les résultats sont sans appel. Le test ADN est positif. Le test de paternité prouvait que Steve était bien le père. Il a donc reçu l'ordre de verser une pension alimentaire. Nous étions accablés. Steve jure qu'il n'est pas le père, mais il dit à Shelley être trop fatigué pour continuer à lutter. Shelley le croit. C'était à moi de prendre le relais. Shelley insiste pour qu'on pratique un second test, mais il se retourne contre elle. Le deuxième test a donné le même résultat. Viola était la mère et Steve le père. La cour a ordonné qu'il lui verse une pension plus importante. Ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Il en est arrivé à payer plus de 1 000 $ par mois de pension pour sa fille et son ex-femme. Je savais au fond de moi que ça n'était pas vrai. Mais comment lutter contre les résultats d'un test ADN? La facture grimpe. Shelley veut absolument trouver le moyen de contre-attaquer. Selon elle, Viola a fait falsifier le test de paternité. Elle finit par trouver un avocat qui pense pouvoir casser le jugement. Nous avons demandé une chose simple. Montrez-nous l'enfant. Personne n'avait jamais vu cette petite fille. Si Viola a tout inventé, si c'est un coup monté pour se venger de son ex-conjoint, elle ne sera pas en mesure de montrer l'enfant. Il a fallu émettre une requête auprès de la Cour pour qu'un test ADN soit pratiqué sous surveillance. De sorte que le juge exige que l'enfant soit présenté le lundi suivant. La date d'audience arrive. Viola se présente au tribunal et elle n'est pas seule. Quand Viola est arrivée avec la petite, sincèrement, je ne savais plus quoi penser. Après 2 tests positifs et la présence de l'enfant, Shelley sait que c'en est fini. Survient alors l'impensable. Une femme âgée fait irruption au tribunal avec une demande incroyable. Cette grand-mère est entrée dans la salle en annonçant que la fillette n'était pas de Viola, mais sa petite-fille à elle. En gros, Viola aurait enlevé l'enfant. Là, tout a éclaté. Une histoire stupéfiante se révèle peu à peu. Viola Trevino n'a jamais été enceinte. Personne n'a jamais vu son bébé. Mais la Cour l'a crue sur la simple présentation des résultats du test ADN. Viola Trevino roulait dans le quartier lorsqu'elle a vu une grand-mère avec une fillette. Elle a proposé d'offrir 50 $, plus des bonbons et un voyage pour rencontrer le Père Noël. Elles l'ont donc suivi. Mais la grand-mère s'aperçoit de quelque chose de louche. Attendez un peu! Je n'ai jamais vu une personne plus fourbe, plus manipulatrice et plus déloyale que Viola Trevino. La théorie de Shelley au sujet de Viola s'est avérée juste. Le test ADN a été truqué. Elle avait comploté avec le laborantin. Il n'y a pas eu de bébé et Viola n'a jamais été enceinte. C'était une pure tromperie. Relaxez. Steve et Shelley ont vécu 5 années traumatisantes, mais la manigance de Viola a été démasquée. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un monde imaginaire. C'était dingue. Un homme acculé a versé des dizaines de milliers de dollars de pension alimentaire pour une enfant qu'il n'a jamais vue. Tout cela pour découvrir que son ex-femme l'a escroqué depuis le début. Est-ce vraiment arrivé? Vous devrez attendre la fin de l'épisode pour le savoir. Mais avant, écoutez plutôt cette mini-légende. Mini-légende numéro 4011, Cadeau du ciel.
Lors de la remise d'un colis à domicile, une factrice new-yorkaise a dû faire un peu plus que son devoir. En attendant que la destinataire ouvre la porte, elle a reçu une livraison express. Un bébé d'1 an est tombé du ciel, en l'occurrence de la fenêtre du premier étage, pour atterrir pile entre ses bras. Si elle n'avait pas été là, personne ne se serait trouvé au bon endroit pour le remettre directement à sa maman. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Le bébé s'en est tiré indemne et aucune plainte n'a été déposée. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires étonnantes. À vous de décider lesquelles sont vraies et lesquelles sont de fiefés mensonges. Vous avez suivi le récit d'adolescentes qui ont piégé de jeunes mannequins russes avec une fausse émission de télé-réalité. Et l'histoire d'un enfant imaginaire qui a failli ruiner un couple. Mais lesquels de ces faits divers sont véridiques? Nous vous le dirons à la fin de l'épisode. Place à notre dernier récit. Il s'intitule « Lettre à retardement ». Voici Kip Browning, le journaliste de Nouvelle-Angleterre qui a couvert les péripéties amoureuses d'Aaron et Meg Williams. C'était d'abord de l'incrédulité, puis un mélange de colère et de rage. Tout a commencé par une lettre virulente. Aaron et Meg Williams se marient en 1987, mais à partir de 1995, leur couple bat de l'aile. Sa femme avait probablement mûri, mais il se comportait encore comme un gamin pas très stable. Le 27 janvier 1995, leur problème éclate. C'était une vraie pomme de discorde. Il aimait jouer au poker avec ses copains et il n'était pas question qu'il arrête. Aaron s'amuse avec ses amis, il ignore ce qui est en train de se jouer chez lui. Les enfants étaient malades et Meg s'attendait à ce qu'il vienne l'aider. Mais il n'a pas bougé. Sa partie de poker passe avant sa famille. Elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse être aussi égoïste. Et ça n'était pas la première fois que ça arrivait. Aaron est donc resté toute la nuit dehors à boire avec ses amis et il n'est rentré qu'à l'aube. Vous imaginez la scène quand il s'est pointé en titubant? Meg supporte son époux négligent depuis des années. Cette fois, c'en est trop. Ils se sont violemment disputés. Elle a pris ses enfants, sauté dans un train et elle les a emmenés chez sa mère, dans le Massachusetts. Meg peut à peine contenir sa rage et son désespoir. Elle a décidé de libérer sa colère dans une lettre. Elle ne s'est pas posé plus de questions, elle l'a écrite. Mais dans le feu de l'action, Meg se lâche plus qu'elle ne devrait. À peine arrivée, elle a posté sa lettre sans penser revenir dessus. Elle savait que ça allait bouleverser sa vie, mais tant pis. Plus tard dans la nuit, chez sa mère, Meg commence à regretter son geste. Elle n'était pas prête à mettre fin à son mariage. Et elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur. Alors elle a voulu faire en sorte que son mari ne reçoive pas ce courrier. Elle a voulu revenir avant que la lettre n'arrive. Du coup, elle a réveillé ses enfants à 5 h du matin, ils ont pris le train et sont rentrés à Rhode Island. Malgré sa course désespérée, Meg arrive en retard. Le facteur est déjà là. Au moment où elle entre, elle voit Aaron ouvrant la lettre, celle qui va mettre fin à leur union. Mais devinez quoi? C'est une autre lettre qu'il ouvre. Elle en est si soulagée qu'elle exulte. Et elle s'excuse auprès de lui, et lui s'excuse en retour pour son comportement. Meg et Aaron décident de tout faire pour sauver leur mariage. Mais pour que cela marche, elle doit s'assurer qu'il ne recevra jamais sa lettre. Les jours suivants, elle guette le facteur, mais la lettre n'arrive toujours pas. 2 mois passent et elle se dit qu'il n'y a plus de souci à se faire. La lettre s'est perdue. À mesure que le temps passe, leur relation se consolide.
C'est comme si l'absence de cette lettre avait eu l'effet miraculeux de les ressouder. « 12 années passent et les Williams projettent de finir leur vie ensemble. Mais par un banal après-midi d'octobre, le sort en décide autrement. Aaron regarde le courrier par terre et il voit cette vieille lettre abîmée sur laquelle il reconnaît l'écriture de sa femme et dont le cachet remonte à 1995. L'enveloppe est libellée à leur ancienne adresse et la poste a fait suivre à leur domicile. Aaron ouvre alors la lettre et il n'arrive pas à croire ce qu'il lit dans ce courrier qu'elle a écrit 12 ans plus tôt dans un accès de rage. Convaincue qu'elle n'avait plus rien à perdre, Meg s'était confessée jusqu'au bout. Mais que pouvait-il y avoir de si grave dans cette lettre, au point qu'elle tente tout pour essayer de l'intercepter? En fait, leur fils cadet n'était pas d'Aaron, mais de l'ami d'Aaron avec qui elle avait couché. Quand Aaron la somme de dire toute la vérité, Meg avoue que tout ce qu'elle a écrit est authentique. Voilà comment, 12 ans plus tard, son courrier est revenu la hanter. Nul ne saura jamais ce qui est arrivé à la lettre pendant 12 ans. Mais les Williams n'oublieront pas le jour où elle a ressurgi. Pour lui, leur relation s'est brisée net et il est parti. Un courrier longuement égaré brise un mariage et déchire une famille. Est-ce vrai ou bien est-ce nous qui vous avons trompé? Le moment est venu de vous dire la vérité sur nos 3 histoires incroyables. Il y avait d'abord la mésaventure vécue par de jeunes candidates russes à une émission qui s'avérait n'être qu'une farce sophistiquée. Réalité ou fiction? Cette histoire ne m'est pas arrivée. C'est un canular. Ce récit a beau être imaginaire, un canular identique a eu lieu en Turquie où un groupe de femmes a été pris au piège d'une fausse télé-réalité. Il y avait ensuite l'histoire de cette femme qui a obligé son ex-mari à verser une pension pour un enfant imaginaire. Est-ce vrai ou faux? Je m'appelle Shelly Bereras et mon mari Steve et moi avons bien payé une pension pendant 5 ans pour un bébé qui n'existait pas. Ils ont obtenu des dommages et intérêts du laboratoire véreux dont les tests truqués ont permis à l'arnaque de perdurer. Enfin, vous avez suivi l'histoire d'une lettre arrivée avec 12 ans de retard pour briser un mariage heureux. Réalité ou fiction? Je suis vraiment journaliste, mais cette histoire est fausse. Les légendes de lettres égarées sont monnaie courante à la télévision et dans les livres. Mais dans la réalité, les courriers se perdent rarement. Voici la fin de notre épisode. Vous êtes-vous fait duper par nos mensonges ou avez-vous su détecter la vérité? Si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous rattraper dans le prochain épisode de Légendes urbaines.